C'est l'histoire de 3 personnalités de premier plan qu'on a tenté d'assassiner. Qui veut la mort de Louis XIV, Jean Jaurès et Henri IV ? Ces crimes révèlent une vérité terrifiante sur la société de leur temps, qu'ils aient atteint leur cible ou non. Empoisonneuses, follencristes ou nationalistes convaincus, les meurtriers ne sont souvent que les bras armés de forces bien plus obscures. Car la disparition de ces grands hommes sert les intérêts politiques de leurs opposants. Chaque épisode remonte le fil de l'histoire pour mettre à jour les véritables commanditaires de ces meurtres. Vous écoutez Les grands crimes de l'histoire. Qui est le véritable assassin de Jean Jaurès ? Première partie. En ce début d'été 1914, un fait divers bouleverse l'Europe. L'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, l'archiduc François Ferdinand, est assassiné à Sarajevo par un nationaliste serbe. Un crime qui met le feu aux poudres. Encouragé par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie décide, pour se venger, d'écraser la Serbie. En riposte, par le jeu des alliances, la France ainsi que la Russie volent au secours des Serbes. D'autant que les Français ont depuis 30 ans une revanche à prendre contre l'Allemagne. Il y a dans la France de la fin du 19e et du début du 20e siècle, il y a un camp anti-allemand primaire très va-t-en-guerre. Il y a toujours eu ce sentiment, depuis la défaite de 70, d'avoir perdu une partie du territoire. Éric Lafont, directeur scientifique du musée de l'histoire vivante à Montreuil. Ça va et ça vient, cette hostilité de la France et des Françaises et des Français à l'égard de l'Allemagne. Ça va et ça vient, cette envie de revanche, de récupérer le territoire occupé, de récupérer cette partie du pays qui a été abandonnée du fait de la défaite. Depuis 1870, la France, la mauvaise. Elle veut à tout prix récupérer l'Alsace-Lorraine. 80% peut-être des Français étaient favorables à cette guerre. René-Georges Quéry, ancien commissaire de police. Sans se rendre compte d'ailleurs que derrière, ce serait un massacre, que ce serait terrible. Pour la plupart des Français, le seul moyen de récupérer l'Alsace et la Lorraine, le seul moyen de prendre notre revanche sur ces Allemands, c'était de faire cette guerre. Maître Cathy Richard, avocate pénaliste. Sans penser forcément aux conséquences de la guerre autres que celle-ci, l'idée c'était de récupérer ce qu'on nous avait pris. Mais à l'époque, un homme s'oppose d'emblée et farouchement à cette guerre revancharde. Le héros des ouvriers, le leader incontesté de la gauche, le député français Jean Jaurès. Jaurès, c'est le fondateur de l'humanité. Renaud Tomaso, historien. Un titre qui dit bien ce qu'il est, c'est un humaniste. Et Jaurès, c'est un intellectuel, normalien, agrégé, il est frotté de culture classique. Il a pris part à tous les grands débats de la fin du 19e et du début du 20e siècle et il les a marqués par des prises de position extrêmement courageuses, extrêmement audacieuses, extrêmement novatrices. Jean Glavany, ancien ministre et député socialiste. Parallèlement à ça, il a effectivement, et pour les socialistes français, il a organisé la réunification des socialistes en 1901. Voilà, c'est un homme qui, pendant une vingtaine d'années, aura marqué son passage dans la vie politique à travers des grands débats, des grandes initiatives, des grandes propositions qui ont marqué le siècle sûrement. 20 ans plus tôt, Jaurès a marqué les esprits en prenant la défense des mineurs de Carmaux lors de la première grève qui a touché les mines de charbon françaises. Un mouvement inédit devenu le symbole de la lutte sociale. Jaurès est donc l'homme de tous les combats. Pas une lutte ne se mène sans lui, mais ça lui coûte aussi des inimitiés. Jaurès va être associé à la défense du capitaine Dreyfus, et donc on le détestera aussi pour cela. Dans cette France antisémite, qui n'est pas là aussi, encore une fois, majoritaire, mais dont les sensibilités sont très fortes dans certains endroits. Il y a une France où dans les rues, on défile en criant « mort aux Juifs, mort à Zola ». On le détestera aussi, Jaurès, quand il prendra fait et cause pour ces femmes ouvrières du Nord qui sont obligées de se prostituer pour avoir un peu plus d'argent qu'elles ne gagnent.
Jaurès sera attaqué d'une manière vigoureuse quand Jaurès défendra l'idée d'un droit au travail, de syndicats, etc. En 1914, au moment où la guerre se prépare, Jean Jaurès est un personnage considérable de l'échiquier politique français. Un homme estimé de tous, y compris de ses adversaires, car il est la voix des ouvriers, celui qui peut faire basculer le pays dans la grève. Jaurès est un homme politique important, le chef du Parti socialiste. C'est un parti qui vient d'obtenir 100 députés, un 6e de la Chambre aux élections législatives. Gilles Candard, historien et président de la Société d'études jaurésiennes. C'est un parti qui compte, donc comme il est très influent dans les milieux ouvriers, peut évidemment beaucoup influer en cas de crise. Ces positions pacifistes ne sont pas forcément comprises, puisqu'il est dans une internationale, il rencontre des Allemands et il dit qu'il faut écouter, si vous voulez, aussi l'argumentaire allemand. Alors c'est quelque chose qui, à l'époque, ne passait effectivement pas très bien, y compris parfois d'ailleurs, oui, dans des milieux de gauche. Et évidemment, on peut considérer que plus on va vers la droite, moins la politique internationaliste et pacifiste de Jaurès est comprise. Il trahissait la France en disant « je ne veux pas la guerre avec l'Allemagne ». Il était considéré comme un traître à une époque où le nationalisme dépassait largement le camp de la droite. Jaurès, il a écrit sur la menace, sur ce qu'allait être la guerre. Une guerre industrielle, une boucherie, un carnage, des millions de morts. C'est ça qu'il dit. Jaurès, à chaque fois qu'il défend ses positions, il a en retour non seulement un discours de haine, un discours d'attaque virulente, des centaines de caricatures éditées par des cartes postales qui sont tirées à des milliers d'exemplaires, des dessins qui paraissent dans le Figaro, dans l'Action française, dans le Pèlerin, dans des journaux qui sont beaucoup lus, beaucoup plus lus que l'Humanité. Donc on voit des dessins avec Jaurès avec un casque en pointe, Jaurès, Herr Jaurès, Mein Herr Jaurès, Jaurès l'allemand, quoi, le traître, voilà. En cet été 1914, les attaques se multiplient, outrancières, violentes. Jaurès est un homme en sursis. Combien on dit, mais Jaurès, il vaut même pas le poids des balles qui serviront à le fusiller, qu'on lui foute dans la bedaine le plomb qu'il n'a pas dans la cervelle. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Jaurès. C'est vrai que dans certains journaux, on appelait au meurtre contre Jaurès. Dominique Paganelli, journaliste et auteur de « Il a tué Jaurès ». Les journaux ultranationalistes demandaient à ce que l'on assassine, mais de façon aussi claire que ça. Prenons un exemple. Charles Maurras, dans l'Action française, écrit « Chacun le sait, Monsieur Jaurès, c'est l'Allemagne ». Robert de Jouvenel, dans l'œuvre, écrira « Nous ne sommes pas suspects de prononcer ici le nom de Jaurès, et même nous le verrions fusiller avec plaisir ». Donc, il y a une vraie propagande anti-Jaurès, et cette propagande, elle va dans le sens de l'incitation au meurtre. On ne dit pas, faut plus lui donner la parole, on dit, faut le tuer. Des articles, mais aussi des lettres anonymes qui arrivent tous les jours à l'Humanité. Jaurès se sentait d'abord injurié, ensuite menacé. Jacqueline Lalouette, professeure émérite en histoire contemporaine. Il avait écrit qu'il sentait les limaces monter sur lui, qu'il se sentait couvert de crachats. Il avait dit à ses collaborateurs que, vu le climat, vu toutes ces menaces, il fallait peut-être s'attendre à être assassiné au coin d'une rue. Les responsables socialistes sont conscients du danger qu'encourt leur leader. Pourtant, en dépit de toutes les menaces, aucune disposition sérieuse n'est prise. Son entourage le protégeait. Et puis, de jour en jour, la garde faiblissait. On faisait attention un certain temps, puis après, on n'y pensait plus. On rentrait dans un restaurant, on s'asseyait, et on pensait plus vraiment aux menaces qui rôdaient. Aujourd'hui, Jaurès, je pense, aurait été protégé. À l'époque, il ne l'a pas été parce que ça ne faisait pas partie des rites et des coutumes. D'ailleurs, il n'existait pas, quand Jaurès a été assassiné en 1914, de service chargé de la protection des hautes personnalités. Quand le président de la République
se déplaçait en province, eh bien c'était les services locaux, la police locale, qui étaient chargés de façon un peu erratique, de façon un peu, je dirais, pragmatique, d'assurer la sécurité, mais ça n'était pas professionnalisé comme aujourd'hui. Malgré les menaces, Jaurès n'abandonne pas ses convictions pacifistes. Ce 31 juillet 1914, il veut tenter une ultime manœuvre. C'est mal connaître Jaurès que de penser qu'il va baisser les bras. Donc il va aller jusqu'au bout, jusqu'à la dernière heure. Il va continuer son combat. Il se rend auprès de notre gouvernement de l'époque. Le but ? Convaincre le gouvernement de renoncer à la guerre, malgré les nouvelles alarmantes. Jaurès comprend que désormais les choses sont beaucoup plus graves, parce que justement, les Russes, mais aussi les Allemands, les Austro-Hongrois, sont prêts à aller jusqu'au bout, jusqu'à la guerre, et les Français suivent les Russes dans cette stratégie, ce qui fait que ça devient beaucoup plus dangereux. Le 31 juillet, comme il se rend compte que finalement le gouvernement français n'est pas sur la ligne qu'il aurait souhaité, Jaurès, évidemment, est beaucoup plus inquiet et beaucoup plus en colère contre le gouvernement français. À 19h, Jean Jaurès est reçu par le sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères, qui est Abel Ferry, qui est un des neveux de Jules Ferry. Gilbert Thiel, ancien juge d'instruction. Et ils échangent une dernière fois. Les deux hommes comprennent que la messe est dite, en quelque sorte. Jaurès enrage. Il comprend que malgré tous ses efforts, la guerre va avoir lieu. Le 31, c'est déjà très tard en fait pour agir, parce qu'il y a eu l'ultimatum de l'Autriche à la Serbie le 23 juillet. Il y a une pré-mobilisation russe qui est lancée dès le 26. Des mouvements de troupes russes qui sont signalés le 27, la déclaration de guerre de l'Autriche à la Serbie le 28. Donc c'est déjà bien tard puisque la mobilisation est lancée. Ce jour-là, les conditions diplomatiques sont telles qu'il n'y a plus de marche arrière possible. L'Autriche, déjà, a commencé à entrer en guerre contre la Serbie. La Russie a mobilisé. En France, les manœuvres sont prêtes aussi. Il n'est pas question que le piou-piou manque de quoi que ce soit. Donc, même si l'ordre de mobilisation n'est pas signé, on s'apprête. Les Anglais aussi. Je pense qu'ils le savent très bien. Cette discussion achève les derniers espoirs de Jean Jaurès. À la sortie de l'entretien, à 19h40, Abel Ferry demande à Jean Jaurès « Et maintenant, qu'allez-vous faire ?» Jaurès lui répond « Je vais continuer à me battre contre la guerre. » Et Abel Ferry lui lâche « Vous serez tué au premier coin de rue. » Revanchards et partisans de la guerre, droite, extrême droite antisémite, ils sont nombreux à avoir une raison d'en vouloir à Jaurès. Jaurès est certainement sur la ligne de dénoncer les responsabilités des uns et des autres qui ont amené la situation à devenir ce qu'elle est. Jaurès dit à ses camarades qu'il a l'intention de faire un article sous le titre « J'accuse », faisant référence à l'article de Zola dans l'affaire Dreyfus. J'accuse les hommes politiques qui se laissent aller à ne pas combattre avec la dernière énergie les risques de guerre. Mais Jaurès n'écrira jamais cet article. Jean Jaurès se trouvait à l'Humanité en train de réfléchir à l'article qu'il allait faire pour l'édition du lendemain. Et puis l'heure vient de dîner et on lui propose d'aller dîner au Coq d'Or. Il rechigne, il dit non, c'est trop bruyant. Voilà, Jaurès est un homme qui aime aussi discuter dans le calme. Jean Jaurès opte plutôt pour le Café du Croissant, à 2 pas du journal.
Il est assis dans un restaurant où il a ses habitudes, où il vient régulièrement, il est en confiance. Il y a quand même un environnement, une ambiance qui lui permettent de s'asseoir là où il a toujours l'habitude de se mettre avec ses potes. Il fait beau. La vitre est ouverte, simplement un de ses amis a tiré le brise-bise, le rideau qui sépare de l'extérieur, parce que Jaurès était une personnalité très très connue, et puis son physique, son gabarit allait de pair avec son charisme, donc pour être un peu isolé de la rue, ce rideau avait été tiré. C'est au rez-de-chaussée, bien sûr, donc de la rue, n'importe quel passant pourrait tendre l'oreille et écouter ce que dit Jaurès. Ils sont une bonne dizaine de collaborateurs à manger ensemble ce soir-là, parce que les temps sont tellement troublés que dans toutes les salles de rédaction, c'est la surchauffe, ça n'arrête pas. Tout le monde parle de la mobilisation générale, de la situation extrêmement tendue en Europe. Assis dos à la fenêtre, Jaurès est préoccupé, grave. Il est en train de discuter, il a bu 2 bières, c'était un grand consommateur de bière, Jean Jaurès. Le repas est en train de toucher à sa fin. Jean Jaurès était gourmand, il est en train de savourer une tarte aux fraises et arrive un journaliste du Bonnet Rouge qui vient montrer à la table de Jaurès la photographie de sa petite fille. Jaurès complimente le jeune père. L'ambiance se détend quand tout à coup... Une main écarte le brise-bise et 2 coups de feu partent. La première balle se loge dans la tête de Jean Jaurès. La seconde se perd dans le décor. Jaurès tombe, la tête ensanglantée. Certains des témoins ont reçu des éclats de cerveau de sa tête sur le revers de la veste. Et les convives, les témoins, ses propres camarades sont sous choc. Jaurès est tombé sur son ami et collaborateur proche à l'Humanité, Pierre Renaudel. Il sentait en fait la vie de Jean Jaurès s'en aller dans ses mains. Il avait la tête de Jaurès sur ses genoux. De la blessure coulait quelque chose de chaud qui était en fait la matière cervicale de Jaurès qui était en train de s'en aller. Il y a beaucoup de sang. On ne sait pas quoi faire, c'est la panique. Les gens ont même du mal à réaliser, il y a une forme de sidération à ce moment-là. Alors que Jaurès est touché à la tête, on sait, puisqu'il y a eu des coups de feu, qu'une balle est entrée dans sa tête, il n'y a pas d'orifice de sortie. Un homme s'approche, il est brésilien, et c'est un médecin. Et en plus, ce médecin a fait une thèse sur l'extraction des balles. Il faut se rappeler qu'on est au début du siècle dernier. Et cet homme va venir et va mettre lui aussi tout son savoir, son expertise, au profit de l'idée d'à ce moment-là sauver Jean Jaurès. Jaurès avait déjà perdu connaissance de façon quasiment immédiate, tellement le projectile a fait de dégâts à l'intérieur de la boîte crânienne. Docteur Philippe Charlier, médecin légiste et anthropologue. Le pariétal gauche a éclaté, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit étaient remplis de sang. Il faut bien imaginer que la matière cérébrale était complètement pulvérisée, donc l'individu perd connaissance et très vite, d'autres organes commencent à défaillir, notamment le cœur. C'est pour ça qu'on demande des tonies cardiaques dans ce contexte du début du XXe siècle. Il faut tonifier un petit peu les autres organes qui risquent de flancher, tout simplement. Malgré tout, c'est une course contre la montre qui ne sert à rien. En l'occurrence, Jaurès est mort en quelques minutes à peine. Il n'y avait rien à faire. Le médecin Rio Branco n'a pas d'autre choix. Il doit se résoudre et prononcer la mort de Jean Jaurès. C'est une émotion, bien sûr. Vous imaginez l'émotion considérable. Une femme s'écrie « Ils ont tué Jaurès ». Et très rapidement, dans la rue, le cri se répand. On a assassiné Jaurès. Les cris fusent. Et dehors, l'homme qui a tiré sur Jaurès est vite repéré. Il y a un gardien de la paix qui passe par là, qui a son attention attirée. Il voit un homme à l'attitude bizarre qui semble vouloir s'éloigner, mais tout en marchant en reculant. Cet homme qui a pris la fuite est vite rattrapé. Il est rattrapé par celui qui le poursuit, mais le bruit va vite. À Paris, les gens sont proches les uns des autres. Et finalement, la rumeur va à toute vitesse. Et quand on l'arrête, on sait, Jaurès est mort, il a tué Jean Jaurès.
Et la foule est en colère après cet homme. La foule veut le lyncher et l'agent de police doit le protéger. Et d'ailleurs, dans l'histoire, il dit que lui-même a reçu des coups de bouteille, des coups de siphon. Bon, il amène sa prise au commissariat. On tient l'assassin. On le tient sous bonne surveillance parce que ça n'est pas un vulgaire assassin, puisque c'est Jean Jaurès qui vient d'assassiner. Même si on n'aime pas Jaurès, c'est la grande figure. Hein. Donc, il va falloir quand même qu'il nous explique, il va déjà falloir qu'il nous dise qui il est. Au début, il refuse de parler, mais ça c'est classique. Hein. Les policiers, ils ont le temps. Donc, s'ils ne parlent pas maintenant, ils vont pas le relâcher. Les policiers fouillent l'assassin. L'homme n'a pas de papier sur lui, mais dans sa poche, il y a un revolver. Il avait 2 armes, celle qu'il laissera sur les lieux du crime, un Smith & Wesson, avec lequel il va tirer ses 2 balles, et une autre arme non chargée qu'il avait dans sa poche, et c'est d'ailleurs une des premières choses qu'il dira au gardien de la paix, j'ai une arme, mais enlevez-la, mais elle n'est pas chargée. L'assassin refuse de décliner son identité. En revanche, il est très bavard quand il s'agit d'expliquer son geste. Il va expliquer que s'il a tué Jean Jaurès, c'est parce que Jean Jaurès avait lutté contre la loi des 3 ans. Alors qu'est-ce que cette loi des 3 ans ? Ça portait le service militaire de 2 ans, ce qui était déjà pas mal, à 3 ans. On sent bien que la France est quand même dans les starting blocks. On sent bien que là, le cheval piaffe. Et quand on parle de passer le service militaire à 3 ans, un homme se dresse contre cette réforme, et c'est Jean Jaurès. Jaurès était opposé aux 3 ans pour plusieurs raisons. Il pensait que ça serait quelque chose de très néfaste pour les familles populaires, que ce soit des familles ouvrières ou des familles paysannes, parce que ça serait retirer les bras d'un homme à la famille, ça serait retirer un salaire et donc accroître la pauvreté, voire la misère des classes populaires. Or, pour l'assassin, s'opposer à cette loi des 3 ans ou à combattre l'Allemagne est juste intolérable. Il pense qu'il a fait ce qu'il devait faire. Il pense qu'il a abattu l'ennemi de la France, qu'il a abattu un homme qui pouvait nuire à la France. Il ne comprend pas comment Jaurès peut être contre la loi des 3 ans, ou il le comprend à sa façon en disant que de fait, puisqu'il est contre le prolongement du service militaire à 3 ans en vue d'une guerre future, il est l'ami des Allemands. Et de ce fait-là, il est donc un ennemi de la patrie. Et de ce fait, il doit être tué. Il y avait quelque chose dans son discours qui allait dans le sens quand même de se présenter comme étant un sauveur. Amal Hachet, psychologue et experte à la Cour d'appel de Paris. Sauver l'Alsace et la Lorraine, sauver la France, sauver les Français contre ceux qui veulent empêcher la France d'entrer en guerre. Et donc, il y a quand même quelque chose qui s'inscrit un peu dans la mégalomanie, du côté de sa personnalité. Les heures passent, et malgré les interrogatoires, l'identité de l'assassin mégalomane reste un mystère. Les policiers savent fort bien faire le boulot, ils posent les questions et on imagine qu'ils jouent le mauvais flic, le bon flic, on le laisse mariner ensuite ceci. De toute façon, on le tient, il ne va pas s'échapper, et donc on a tout le temps pour lui poser les questions qu'on veut, mais il n'y a rien qui ressort. Il est emmené ensuite au quai des Orfèvres, et là encore, il refuse de décliner son identité. Jusqu'à ce qu'enfin, ils disent qui il est. Il s'appelle Raoul Villain. Raoul Villain. Un homme dont les policiers ne savent rien. On n'a rien parce que il n'est pas fiché. En 1914, vous avez une brigade qui ne s'occupe que des anarchistes. Il y a le carnet B, le fameux carnet B dans lequel on est prié d'inscrire tous ceux qui sont susceptibles de menacer l'ordre public, surtout dans l'imminence d'un conflit. Donc tout ce qui est socialiste, syndicaliste, tous ces gens-là sont surveillés, et aussi les plus virulents de l'extrême droite, qui ne sont pas de tendres âmes.
Et ce type-là, non, il apparaît nulle part. Les policiers en découvrent enfin plus sur l'assassin. Il va dire qui il est. Je m'appelle Raoul Villain. Je suis né en septembre 1885 à Reims. Mon père est greffier du tribunal civil. Ma mère est aliénée. Pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je suis un patriote. J'ai agi seul et j'ai fait ça pour la France. Finalement, il se définit un peu comme un électron libre. Et donc, il explique que c'est lui seul qui a agi. Il fait partie d'aucun groupe, d'aucune mouvance politique. Mais, il voulait que la France récupère son lustre d'antan. C'est ce qu'il dit aux policiers. C'est pas bien de tuer, mais j'ai tué un traître. Et dans cette période exaltée, le traître, c'est vraiment le traître à la patrie. Il n'y a pas crime plus odieux. Donc voilà ce qu'il dit. Raoul Villain est un exalté, un homme qui, depuis son enfance, semble se chercher un but et une identité. Oui, il suit des études qui sont qualifiées de très très moyennes. Il brille pas par son intelligence, ni par des traits de personnalité particuliers. Il passe pour un bon garçon, pour un individu calme. De là à dire qu'il était très stable, rien n'est moins sûr. Il avait un frère aîné, Marcel. Et le gros problème dans la famille tenait à une double folie. La folie de la mère et la folie de la grand-mère paternelle. Il a un père qui est greffier de justice. Greffier de justice, c'est déjà un notable. Ce père a dû constater que sa femme, la mère de Raoul, est folle. Et alors que Raoul n'a que 2 ans, cette femme va être internée. Donc lui perd sa mère à l'âge de 2 ans. Et du côté de la branche paternelle, sa grand-mère paternelle avait également eu recours aux soins d'un médecin aliéniste parce qu'elle était pas bien. L'enfance de Raoul Villain a donc été chaotique. Et sa vie d'adulte prend la même tournure. Sa vie professionnelle, on voit que c'est un échec, globalement. Et puis sa vie personnelle ou sentimentale, c'est un vide abyssal aussi. Donc finalement, il n'a rien pour lui, le pauvre garçon. Mais rien. Son rapport avec les femmes, c'est que un de ses amis dit qu'il n'a jamais eu de rapport sexuel. Raoul Villain semble avoir vécu dans une chasteté complète. Plusieurs auteurs ont dit, mais on ne sait pas trop sur quelle base finalement, qu'il avait rencontré des prostituées, mais simplement pour leur demander de se déshabiller. Il a rencontré quelques prostituées. Pour l'une, il a dit qu'il s'est ébahi devant ses formes esthétiques. Et pour l'autre, il va la sermonner en lui disant qu'il faut arrêter de... Voilà les rapports qu'il a eus avec les prostituées, enfin 2 prostituées, mais le rapport avec les femmes, j'entends des rapports intimes, amoureux ou sexuels, il n'en a pas eu. Un rapport compliqué avec les femmes et pas davantage d'atomes crochus avec les hommes. Ça se passe très très mal pendant son service militaire. Raoul Villain était méprisé, détesté, moqué par les autres piou-piou parce qu'il était très pieux, qu'il faisait ses prières dans la chambrée commune, qu'il s'agenouillait pour réciter ses prières, que tout le monde se moquait de lui et qu'on lui envoyait à la figure des godasses et des gamelles. Voilà. Ça va devenir la tête de Turc, ça va être celui sur lequel on va s'acharner. Donc il va subir des brimades. Il va d'ailleurs pas pouvoir achever son service militaire. Il va être réformé avant la fin, ce qui est quand même, pour quelqu'un qui se veut patriotique, un camouflet supplémentaire. À quoi est-ce qu'il sert ? Voilà, il faut qu'il se trouve quand même quelque chose dans la vie. Il faut qu'il trouve un sens à sa vie.
Le garçon vit à peine 30 ans, il est toujours célibataire, il vit seul, sans projet, pas très équilibré. C'est le pauvre type qui se cherche, un peu seul, un peu déboussolé. Donc voilà, et donc très certainement très influençable. Raoul Villain a besoin d'une famille, d'un entourage affectif qu'il trouve enfin dans un mouvement politique. Il va être enthousiasmé par le sillon de Marc Sangnier. Marc Sangnier, c'est la démocratie chrétienne, c'est l'ancêtre du MRP, donc disons catholique, républicain, populaire. Ce groupe, ça va être une forme de famille, mais c'est aussi une forme de structuration, c'est-à-dire que ça donne une aura, on acquiert l'importance du groupe. Et ce groupement, ça va être le sillon. Le problème, pour Raoul Villain, c'est que ce sentiment ne dure pas. C'est sans doute parce que le sillon va être condamné par le pape et que donc ce mouvement va s'arrêter, que déçu, Villain va se radicaliser. Pour Villain, c'est un tsunami, un tremblement de terre. Voilà. Il repère encore quelque chose. Il avait pensé reconstruire des bases et il repère ses bases. Donc là, il va rejoindre un autre groupe qui, là, est d'extrême droite, qui lutte pour le retour de l'Alsace-Lorraine. Donc il intègre la Ligue des jeunes amis de l'Alsace-Lorraine. C'est à cette époque que se développe son obsession patriotique et que Jaurès, le pacifiste, devient sa cible. On sait que son évolution se radicalise, mais quand ? À quel moment précis l'étincelle met le feu aux poudres et qu'est-ce qui fait que la mécanique du passage à l'acte va s'enclencher ? Ce qui fait que cette mécanique va s'enclencher, c'est le 28 juillet, la déclaration de guerre de l'Allemagne à la Serbie. À ce moment-là, Raoul est chez son père, à Reims, et il entend parler de cette déclaration de guerre. Et à ce moment-là, si la guerre se propage, est-ce que la France est là ? Est-ce que la France vaincra cette fois-ci ? Est-ce que la France sera suffisamment forte ? Qui peut empêcher la France d'être suffisamment forte ? Et dans son cerveau, un homme peut empêcher la France d'être suffisamment forte. C'est Jean Jaurès. Vous venez d'écouter Les grands crimes de l'histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Les grands crimes de l'histoire est un podcast coproduit par Initial Studio et Morgane, adapté de la série documentaire audiovisuelle éponyme produite par Morgane. Cet épisode a été écrit et réalisé par Imen Gouali. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Alix Martineau.